À l'été 1994, alors que ses chansons emplissent encore les stades et les ondes françaises, Francis Cabrel choisit de rentrer chez lui, à Astafort. Loin de Paris, loin des flashs, loin de tout. Derrière l'image du poète discret se cache une autre réalité, celle d'un père de 3 filles, élevé dans un silence presque total. Une seule d'entre elles montera un jour sur scène. Les 2 autres disparaîtront volontairement de la lumière. Pourquoi ces destins si différents au sein d'une même famille? La célébrité du père a-t-elle protégé ses enfants ou les a-t-elle enfermés? Et surtout, qu'est-il réellement arrivé aux 3 enfants de Francis Cabrel? Dans la France de la fin des années 1970, le nom de Francis Cabrel s'impose comme une évidence tranquille. En 1977, Petite Marie devient bien plus qu'une chanson à succès. C'est une déclaration d'amour, un manifeste de pudeur, presque une promesse intime faite au public. Cabrel incarne alors une figure rare, celle d'un artiste immensément populaire, mais farouchement opposé à l'exhibition de sa vie privée. Cette singularité va devenir le socle de tout ce qui suivra, y compris pour ses enfants. Les années 1980 et 1990 marquent l'âge d'or. Les albums s'enchaînent, les tournées affichent complet, les ventes dépassent les millions d'exemplaires. Cabrel remplit Bercy sans jamais se transformer en star tapageuse. Pendant que d'autres artistes s'installent à Paris, lui reste fidèle à Astafort, son village natal du Lot-et-Garonne. Une maison simple, une vie rythmée par la musique, la campagne et surtout la famille. Aux yeux du public, l'image est presque parfaite. Un chanteur engagé, un mari fidèle, un père présent. Dans ce décor idéalisé, ces filles grandissent à l'écart des projecteurs. Pas de couverture de magazine, pas de photos volées à la sortie de l'école, pas de confidences orchestrées. À une époque où la presse people française commence à s'intéresser de plus en plus aux enfants de célébrités, Cabrel impose une frontière nette. Il refuse les interviews intrusives, il esquive les questions. Il ne cède jamais. Cette attitude, admirée par certains, jugée excessive par d'autres, construit une sorte de mythe, celui d'une famille invisible, presque irréelle. Pourtant, derrière cette façade de sérénité, la célébrité du père est omniprésente. Elle s'infiltre partout, même sans être montrée. À l'école, le nom Cabrel n'est jamais neutre. À Astafort, tout le monde sait. Dans les médias, tout le monde s'interroge. Comment grandit-on quand son père est une icône nationale, quand ses chansons sont connues de plusieurs générations, quand chaque mot qu'il écrit est disséqué, mais que votre propre existence reste volontairement effacée? La naissance d'Aurélie Cabrel s'inscrit dans cette période de gloire totale. Elle grandit au son des répétitions, des guitares, des textes en construction. La musique n'est pas un rêve lointain, elle fait partie du quotidien. Pourtant, rien n'indique alors qu'elle suivra la même voie. Le choix viendra plus tard, après des années de réflexion et de doute. Déjà, une question silencieuse planiait. Peut-on hériter d'un tel nom sans en porter le poids? Quelques années plus tard, naît Tiou, puis Marilou, la Benjamine. 3 filles, 3 enfances façonnées par la même règle non écrite, la discrétion absolue. Aucun tapis rouge, aucun événement mondain. Le contraste avec d'autres familles de célébrités est frappant. Là où certains exposent leurs enfants comme une extension de leur image publique, Cabrel fait l'inverse. Il les protège, au point de les rendre presque inexistantes aux yeux du pays. Aux yeux du public, cette protection est perçue comme un geste noble, mais dans l'ombre, elle soulève une autre question plus dérangeante. Grandir loin des projecteurs est-il un privilège ou une forme d'isolement? Car la notoriété ne disparaît jamais complètement. Elle existe dans les regards, dans les attentes, dans les comparaisons silencieuses. Même quand on refuse la lumière, celle-ci continue de projeter son ombre. À mesure que les années passent, l'image de Francis Cabrel se fige, celle d'un homme intègre, presque immuable, fidèle à ses valeurs. Cette constance rassure le public. Elle alimente l'idée d'une famille parfaitement équilibrée, préservée des drames qui trappent tant d'autres dynasties artistiques. Pourtant, cette perfection apparente masque des trajectoires intimes très différentes. Car si le père reste immobile dans son rôle, les enfants, eux, avancent, chacun à leur rythme, chacun dans une direction qui leur est propre. C'est précisément là que le récit commence à se fissurer.
Derrière l'harmonie affichée, derrière le silence soigneusement entretenu, se cachent des choix lourds de conséquences. L'un des enfants acceptera un jour de s'exposer, les autres feront le choix inverse. Et ces décisions, loin d'être anodines, vont révéler une vérité plus complexe. Dans une famille aussi célèbre, l'ombre peut parfois peser aussi lourd que la lumière. Le tournant ne se produit pas lors d'un scandale, ni à la suite d'un drame public. Il survient plus discrètement, presque silencieusement, au fil des années 2000, lorsque les enfants de Francis Cabrel atteignent l'âge où une question devient inévitable: rester dans l'ombre ou affronter la lumière. À ce moment-là, Cabrel est déjà une institution. Ses chansons sont étudiées, reprises, citées. Son image est figée dans le paysage culturel français. Pour ses filles, cette notoriété n'est plus un décor lointain. Elle devient un facteur décisif, une force invisible qui influence chaque choix. Et c'est précisément là que les trajectoires commencent à diverger. Vers le milieu des années 2000, Aurélie Cabrel prend une décision qui rompt avec le pacte de silence familial. Elle choisit la musique, non pas comme un simple hobby, mais comme une vocation assumée. Ce choix marque une première fracture. Jusqu'alors, la règle était claire: pas d'exposition, pas de scène, pas de médias. En décidant de chanter publiquement, Aurélie ne défie pas son père, mais elle accepte un risque que les autres ont refusé: celui d'être comparée, jugée, réduite à un héritage. Les débuts sont prudents. Elle écrit, compose, se forme loin des plateaux télévisés. Pourtant, son nom attire immédiatement l'attention. Chaque apparition suscite la même question répétée inlassablement: chante-t-elle bien ou chante-t-elle parce qu'elle est la fille de Francis Cabrel? Cette interrogation, jamais formulée avec bienveillance, devient un poids constant. Pour Aurélie, la musique n'est plus seulement une passion, elle devient un combat pour exister par elle-même. Pendant ce temps, Tiaou et Marilou observent à distance. Leur réaction est inverse. Là où l'aînée accepte l'épreuve de la visibilité, elle s'en détourne. Tiaou, arrivé à l'âge adulte, choisit une vie sans exposition. Aucun projet artistique public, aucun discours, aucun désir de s'inscrire dans le récit médiatique familial. Ce choix, souvent interprété comme une fuite, est en réalité une affirmation silencieuse. Refuser la lumière, c'est aussi refuser les attentes. Marilou, beaucoup plus jeune, grandit avec l'exemple de ses sœurs. Elle voit l'effort, la pression, les regards portés sur Aurélie. Elle comprend très tôt que porter ce nom n'est jamais neutre. Pour elle, la protection paternelle se renforce encore. Les apparitions publiques deviennent inexistantes. Le cercle se referme. Plus Francis Cabrel avance en âge, plus il verrouille l'accès à sa vie familiale. La véritable fracture n'est donc pas un événement précis, mais une accumulation de choix irréversibles. Une fille accepte de devenir visible, deux autres se rendent invisibles. Pourquoi une telle différence au sein d'une même fratrie? Est-ce une question de caractère, de génération, ou le résultat d'une même pression vécue différemment? À mesure qu'Aurélie poursuit sa carrière, la tension devient perceptible, même sans conflit déclaré. Elle doit constamment préciser qu'elle n'est pas le prolongement artistique de son père. Elle parle de ses influences propres, de son écriture, de son parcours. Mais le public, lui, n'oublie jamais. Chaque album est lu comme un miroir, chaque chanson est comparée. L'ombre du père plane sur chaque note. Pour Tiaou, le choix inverse n'est pas moins radical. En disparaissant de l'espace médiatique, elle accepte une autre conséquence: l'effacement. Peu de gens connaissent son visage, peu savent ce qu'elle fait. Son existence devient presque abstraite. Cette invisibilité, voulue, soulève une autre question troublante. Peut-on réellement échapper à un héritage aussi lourd, ou ne fait-on pas que le contourner? Dans cette période, Francis Cabrel reste silencieux. Il ne commente pas les choix de ses filles. Il ne les justifie pas publiquement. Il continue à chanter l'amour, le temps qui passe, la fragilité des liens humains. Mais derrière ces textes, une réalité plus intime se dessine. Le père protecteur est confronté à une vérité inconfortable. Protéger n'empêche pas de souffrir, et le silence n'efface pas les tensions intérieures. Le moment de bascule n'est donc ni spectaculaire ni violent.
Il est lent, progressif, presque invisible. C'est la prise de conscience que, malgré toutes les précautions, la célébrité façonne les destins, même quand on tente de l'enfermer hors du foyer. Une famille peut éviter les scandales, mais elle ne peut pas suspendre les choix individuels. À partir de là, plus rien n'est tout à fait pareil. La famille Cabrel reste unie, mais elle n'est plus homogène. 3 chemins se dessinent clairement, 3 manières de répondre à la même question. Que faire quand on est l'enfant d'une légende vivante? Affronter le regard du public, s'en protéger ou s'en extraire totalement. Ce sont ces réponses divergentes qui constituent le véritable point de rupture, non pas un drame visible, mais une fragmentation silencieuse des destins. Et derrière cette fragmentation, une interrogation persiste, lancinante. La discrétion extrême a-t-elle permis d'éviter la douleur ou ne l'a-t-elle pas simplement déplacée ailleurs? La vérité dans la famille Cabrel ne se révèle pas jamais par des aveux fracassants ni par des confidences publiques. Elle se laisse deviner dans les silences, dans les trajectoires divergentes, dans les choix assumés mais rarement expliqués. Contrairement à tant d'autres familles célèbres, il n'existe ici ni scandale, ni rupture officielle, ni drame médiatisé. Et pourtant, la tension est bien réelle. Car la célébrité de Francis Cabrel a créé une situation paradoxale. En voulant à tout prix protéger ses enfants, il a aussi construit autour d'eux une frontière presque infranchissable. Une frontière qui sépare le monde extérieur de la sphère intime, mais qui, avec le temps, peut devenir une forme d'isolement. Peu d'artistes français ont été aussi constants dans ce refus de livrer leur vie familiale. Cette constance, admirée par le public, a eu des effets différents sur chacune de ses filles. Pour Aurélie, la vérité se manifeste par la confrontation. En choisissant la musique, elle accepte non seulement l'exposition médiatique, mais aussi l'inévitable comparaison. Elle ne peut pas y échapper. Chaque critique, chaque chronique musicale, chaque interview ramène au même point, le nom Cabrel. Même lorsqu'elle tente de s'en détacher, ce nom la précède. Peu à peu, son parcours révèle une lutte discrète, mais persistante, prouver qu'elle existe en tant qu'artiste et non comme simple héritière. Cette pression, rarement dite, transparaît dans ses choix artistiques, dans sa prudence médiatique, dans son refus de provoquer ou de capitaliser sur la figure paternelle. Pour Tiaou, le choix inverse n'est pas moins radical. En disparaissant de l'espace médiatique, elle accepte une autre conséquence, l'effacement. Peu de gens connaissent son visage, peu savent ce qu'elle fait. Son existence devient presque abstraite. Cette invisibilité, voulue, soulève une autre question troublante. Peut-on réellement échapper à un héritage aussi lourd ou ne fait-on pas que le contourner? Dans cette période, Francis Cabrel reste silencieux. Il ne commente pas les choix de ses filles. Il ne les justifie pas publiquement. Il continue à chanter l'amour, le temps qui passe, la fragilité des liens humains. Mais derrière ces textes, une réalité plus intime se dessine. Le père protecteur est confronté à une vérité inconfortable. Protéger n'empêche pas de souffrir, et le silence n'efface pas les tensions intérieures. Le moment de bascule n'est donc ni spectaculaire ni violent. Il est lent, progressif, presque invisible. C'est la prise de conscience que, malgré toutes les précautions, la célébrité façonne les destins, même quand on tente de l'enfermer hors du foyer. Une famille peut éviter les scandales, mais elle ne peut pas suspendre les choix individuels. À partir de là, plus rien n'est tout à fait pareil. La famille Cabrel reste unie, mais elle n'est plus homogène. 3 chemins se dessinent clairement, 3 manières de répondre à la même question. Que faire quand on est l'enfant d'une légende vivante? Affronter le regard du public, s'en protéger ou s'en extraire totalement. Ce sont ces réponses divergentes qui constituent le véritable point de rupture, non pas un drame visible, mais une fragmentation silencieuse des destins. Et derrière cette fragmentation, une interrogation persiste, lancinante. La discrétion extrême a-t-elle permis d'éviter la douleur ou ne l'a-t-elle pas simplement déplacée ailleurs? La vérité dans la famille Cabrel ne se révèle pas jamais par des aveux fracassants ni par des confidences publiques. Elle se laisse deviner dans les silences, dans les trajectoires divergentes, dans les choix assumés mais rarement expliqués.
Contrairement à tant d'autres familles célèbres, il n'existe ici ni scandale, ni rupture officielle, ni drame médiatisé. Et pourtant, la tension est bien réelle. Car la célébrité de Francis Cabrel a créé une situation paradoxale. En voulant à tout prix protéger ses enfants, il a aussi construit autour d'eux une frontière presque infranchissable. Une frontière qui sépare le monde extérieur de la sphère intime, mais qui, avec le temps, peut devenir une forme d'isolement. Peu d'artistes français ont été aussi constants dans ce refus de livrer leur vie familiale. Cette constance, admirée par le public, a eu des effets différents sur chacune de ses filles. Pour Aurélie, la vérité se manifeste par la confrontation. En choisissant la musique, elle accepte non seulement l'exposition médiatique, mais aussi l'inévitable comparaison. Elle ne peut pas y échapper. Chaque critique, chaque chronique musicale, chaque interview ramène au même point, le nom Cabrel. Même lorsqu'elle tente de s'en détacher, ce nom la précède. Peu à peu, son parcours révèle une lutte discrète, mais persistante, prouver qu'elle existe en tant qu'artiste et non comme simple héritière. Cette pression, rarement dite, transparaît dans ses choix artistiques, dans sa prudence médiatique. Au terme de ce parcours, aucune révélation fracassante ne vient refermer l'histoire. Pas de scandale, pas de rupture publique, pas de drame visible. Et pourtant, la question posée au début demeure plus insistante que jamais. Que devient-on lorsqu'on est dans l'ombre d'un homme dont la voix a accompagné des millions de vies, mais dont le foyer est resté farouchement fermé au regard extérieur? Les trois filles ont grandi sous la même autorité bienveillante, dans le même paysage rural, avec les mêmes règles implicites. Pourtant, leur trajectoire dessine trois réponses différentes à un même héritage. Cela rappelle une vérité souvent oubliée. Ce n'est pas l'événement qui façonne les destins, mais la manière dont chacun y réagit. Dans cette famille, l'événement n'est pas un drame précis, c'est la célébrité elle-même, constante, diffuse, impossible à ignorer. Aurélie, en acceptant la lumière, a choisi l'épreuve. Elle avance avec une conscience aiguë de ce qu'elle représente aux yeux des autres. Chaque chanson est un pas mesuré, chaque apparition est contrôlée. Elle ne cherche ni à renier son père, ni à s'en réclamer. Elle tente un équilibre fragile, celui de l'affirmation personnelle dans un espace saturé de comparaison. Son parcours suggère que l'héritage artistique peut être une source d'inspiration, mais aussi une charge émotionnelle permanente. Tilleux, en se tenant hors champ, a fait un choix plus radical encore. Elle refuse d'entrer dans le récit. Ce refus n'est pas une fuite, mais une déclaration silencieuse. L'identité ne se négocie pas avec le regard public. Son absence médiatique rappelle que la réussite ne se mesure pas toujours à la visibilité. Parfois, la plus grande liberté consiste à rester inconnue. Marie-Lou, enfin, incarne le temps suspendu. Elle grandit dans un monde où les décisions de ses sœurs ont déjà tracé des lignes. Elle observe, elle apprend, elle bénéficie d'une protection renforcée, presque absolue. Son avenir reste ouvert, mais cette ouverture est encadrée par l'expérience passée. Elle sait que chaque choix aura une portée particulière, non pas à cause de ce qu'elle fera, mais à cause de ce qu'elle est censée représenter. Ce qui relie ces trois destins, c'est la stratégie paternelle du silence. Une stratégie rare, presque anachronique à l'ère de l'exposition permanente. En refusant de transformer sa famille en récit public, le père a protégé ses enfants des excès médiatiques. Mais cette protection a aussi créé un espace où les questions restent sans réponse, où les tensions ne sont jamais verbalisées, où chacun doit affronter seul le poids de l'héritage. La célébrité, dans ce cas précis, n'a pas détruit une famille, elle l'a rendue plus discrète, plus intérieure, plus complexe. Elle n'a pas explosé en conflit visible, elle s'est infiltrée dans les choix, dans les renoncements, dans les silences prolongés. Elle a imposé une vigilance constante, presque une discipline émotionnelle. Alors, qu'est-il réellement arrivé aux trois enfants de ce chanteur devenu légende? Peut-être rien au sens spectaculaire du terme, et c'est précisément cela qui dérange. Car cette histoire révèle une autre forme de coup de la célébrité, celui qui ne fait pas de bruit, qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui façonne profondément les trajectoires individuelles. Porter un nom célèbre n'est ni une condamnation ni une bénédiction absolue, c'est une condition, une donnée de départ que l'on ne choisit pas.
Certains l'affrontent, d'autres s'en écartent, d'autres encore prennent le temps d'observer avant de décider. Dans cette famille, aucun choix n'est présenté comme supérieur aux autres, ils coexistent silencieusement. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de cette histoire. La célébrité ne dicte pas un destin unique, elle pose une question à laquelle chacun doit répondre seul. Dans le cas de ces 3 enfants, la réponse n'est pas écrite dans les journaux, mais dans la manière dont ils ont choisi de vivre, ensemble mais séparément, protégés mais libres à leur façon. La question demeure ouverte, et elle s'adresse désormais aux spectateurs. Le silence est-il une protection suffisante contre le poids d'un héritage, ou n'est-il qu'une autre manière de porter ce fardeau ?